qu'on s'entend. Ouais. Bonjour à tous. Excusez-nous pour le léger retard. On a un petit souci technique. Le son du micro de Florent Le Frappeur ne passe pas. Mais heureusement, tout est bien organisé et nous avions prévu de toute façon que Gaëtan Fiselier intervienne également sur le sujet. Donc Gaëtan, merci de prendre la main de manière impromptue, mais le sujet de toute façon tu le connais bien. On va voir si on peut récupérer Florent au fil de l'eau. Voilà, on reste en attente. Bon, écoutez, merci donc beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour ce deuxième webinaire d'une série de 5 que nous avons prévu. Donc, je suis Karine Amiot, conseillère formation à la PFRH, plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines. Ce dispositif de 5 webinaires a été proposé en partenariat avec les collègues de la PFRH de la Réunion et des Hauts-de-France. Donc, c'est une série de 5 webinaires. Vous avez eu le premier vendredi dernier sur la rénovation du dialogue social. On avait déjà parlé de la question des lignes directrices de gestion qui est essentielle. On vous propose le 27 octobre un webinaire sur la rupture conventionnelle, IDV et droit à l'ARE. Le 3 novembre, les modifications concernant la carrière du fonctionnaire. Et le 12 novembre, les contractuels. Voilà, donc vous avez rendez-vous avec Florent Le Frappeur du Hélin et Gaëtan Fiselier du cabinet Michel Ledoux et Associés, avec lesquels on a déjà travaillé depuis un certain temps, et l'an dernier en particulier sur la présentation en mode conférence sur la loi de transformation de la fonction publique. Donc, nous avions envisagé dès lors de proposer, alors dans des formats du coup qui sont ceux-là aujourd'hui, de vous présenter les dispositions suite à la loi, décret, ordonnance, et en tout cas tout ce qui s'applique dès maintenant et s'appliquera. Et sachant que du coup, début 2021, nous aborderons d'autres sujets aussi en format webinaire. Alors aujourd'hui, on vous propose ces webinaires-là sur un outil qui s'appelle Webikeo, qui est un outil français. Les données sont hébergées en France. Il reste encore quelques difficultés d'accès sur les postes RIE, du ministère de l'Intérieur notamment. Ça devrait être levé dans les semaines à venir. En tout cas, c'est un outil assez interactif. Vous recevrez un lien juste après la conférence pour le replay du webinaire, et on vous mettra à disposition aussi le support. Alors, techniquement, comment ça se passe? On ne vous donne pas la possibilité d'intervenir en son sur ce webinaire. En revanche, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Donc, je pense que ça doit se trouver à droite pour vous. Vous avez un chat participant. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Donc, en dehors de l'équipe que je vous ai présentée là, il y a aussi Aurélie Couturier qui s'occupe de la modération et notamment les questions techniques. Donc, voilà, si vous avez un petit souci, vous n'hésitez pas à dire ce qu'il en est et on essaiera de vous dépanner. Voilà, je réessaye une dernière fois de donner la main à Florent Le Frappeur. On va voir ce que ça fait. Bon, en tout cas, Gaëtan, c'est à vous de jouer. Merci, on va voir s'il y a un moment on peut faire en relais avec Florent, mais sinon, pas de souci, on va pouvoir démarrer maintenant. Et comme ça, s'il arrive à régler le problème, il pourra nous rejoindre. Je vais donc partager mon écran. Je crois, Karine, que vous devez... Ah non, c'est bon. Je vais pas. Allez, hop, voilà. Voilà. Eh bien, du coup, aujourd'hui, comme l'a dit Karine, on intervient dans le cadre des lignes directrices de gestion dans la fonction publique d'État. Alors, c'est une création effectivement de la loi du 6 août 2019 qui nous permet de fixer un cadre aux administrations pour qu'elles puissent édicter toutes les règles qui concernent autant
leurs leurs règles en ce qui concerne la stratégie des ressources humaines que la mobilité et enfin tout ce qui concerne les règles de promotion et d'avancement. Alors c'est l'article 18 de la loi de 84, du titre 2 de la fonction publique, qui précise que l'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion et la loi de 83, même 83-54, prévoit que dans les trois versants de la fonction publique, les autorités compétentes dans chaque administration élaboreront des lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales et les grandes priorités dans certaines matières. Alors du coup, ligne directrice de gestion, ça signifie quoi précisément? Alors les lignes directrices de gestion, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps maintenant. Déjà dès 1970, le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus sur ce qui était une ligne directive, une ligne directrice. Voilà, tous ces termes-là, ils tournent déjà depuis quelques temps dans l'administration. C'est des orientations, c'est des caps, des directions que fixe l'administration, que ce soit par circulaire, par institution. C'est des directions que l'administration donne pour guider ses administrations d'application pour qu'elles puissent ensuite décliner des règles qui existent au niveau supérieur. Alors, on a même un avis sur le projet de loi de transformation de la fonction publique du Conseil d'État du 21 mars 2019 qui précise ces éléments-là. C'est-à-dire que ces lignes directrices de gestion sont faites pour définir les orientations dépourvues de caractère réglementaire, c'est-à-dire qu'elles précisent bien les éléments et dans lequel s'exerce le pouvoir d'appréciation de l'administration, laquelle peut toujours s'en écarter en fonction des circonstances ou pour un motif d'intérêt général. C'est-à-dire que l'administration peut définir des règles qui n'ont pas ce caractère réglementaire par les lignes directrices de gestion sans perdre pour autant son pouvoir d'appréciation et qu'en plus, pour lesquelles elle peut déroger pour des raisons qui tiennent soit aux circonstances, soit à l'intérêt général. Alors, en septembre 2020, il y a le 21 septembre 2020 de mémoire, il y a peu, le Conseil d'État, il a rappelé dans deux arrêts que les personnes qui étaient en droit de prétendre à un avantage pouvaient se prévaloir devant le juge administratif des lignes directrices de gestion qui étaient publiées par l'administration, mais ne pouvaient pas se prévaloir des orientations générales qui octroient des mesures de faveur au bénéfice de laquelle les agents ne peuvent faire valoir aucun droit. Le Conseil d'État, il a rappelé ce premier élément-là et il a souligné également dans un second temps que si un texte prévoyait l'attribution d'un avantage sans en définir l'ensemble des conditions, l'autorité pouvait, par l'édiction de ces lignes directrices de gestion, encadrer l'action de l'administration dans le but d'en assurer la cohérence. C'est ces deux principaux éléments-là que le juge a rappelé en septembre 2020, donc à point nommé, puisque il y a notamment en matière d'avancement et de matière d'orientation stratégique des ressources humaines, à partir du 1er janvier 2021, la plupart des décisions qui concernent ce domaine-là devront être prises par les administrations en vertu de ces lignes directrices de gestion. Et le 21 septembre, le Conseil d'État a pronommé, a rappelé comment pouvaient être encadrées ces lignes directrices de gestion par la réglementation, c'est-à-dire qu'elles sont d'une part opposables. L'agent peut s'en prévaloir auprès du juge. Il peut demander à contester une règle à l'appui d'une ligne directrice de gestion. Il peut aussi contester directement la ligne directrice de gestion. Deuxièmement, la ligne directrice de gestion est un élément pour lequel l'agent doit pouvoir obtenir un droit. Et enfin, la ligne directrice de gestion ne peut édicter des conditions nouvelles, mais elle peut déterminer des critères qui permettent de mettre en œuvre le texte qu'elle précise, que je disais juste avant. Du coup, elles sont contestables devant le juge administratif? Exactement, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre, et c'est là le risque contentieux pour les administrations, c'est le caractère opposable des lignes directrices de gestion, comme vous le disiez Karine juste à l'instant. Le juge administratif, il a eu l'occasion depuis les années 70 de contrôler ces lignes directrices de gestion, et le texte le précise aussi une nouvelle fois là, que ce soit le décret en 2019 sur les lignes directrices de gestion ou la loi, elles sont contestables devant le juge administratif. Le Conseil d'État, il a considéré que les documents
de portée générale qui émanent d'autorités publiques, qu'ils soient matérialisées ou non, et que voilà, les circulaires, les instructions, les recommandations, les notes, les présentations ou même les interprétations des administrations de droit positif, elles peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'elles sont susceptibles, bien sûr, hein, c'est quand elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Elles ont. Alors, oui, excuse-moi. non, c'est des orientations qui sont rigides. Est-ce elles doivent être plus suivies à la lettre? Alors non, pas du tout. Ce ne sont pas des orientations qui doivent, pour le coup, être aussi dures que ce qu'on pourrait penser en matière réglementaire. C'est l'objectif vraiment de ces lignes directrices de gestion, c'est de laisser une souplesse à l'administration. Alors bien sûr, il faut pouvoir conserver cet équilibre hein, entre la souplesse, mais pas non plus verser dans l'opacité. Il faut trouver un juste milieu entre la rigidité, avec l'application de lignes qui seraient trop précises, et l'absence de compréhension, notamment par les organisations syndicales, et les agents, des motivations, des décisions qui seront prises sur le fondement des lignes directrices de gestion pour éviter un sentiment d'injustice et ensuite des contentieux ou des mouvements sociaux. Il faut donc pouvoir équilibrer entre le caractère de souplesse, hein, qui est vraiment le but, je pense, de ces lignes directrices de gestion, et l'orientation quand même, l'orientation générale qu'elle essaye de Je me permets juste une petite interruption technique. Gaëtan, là, je vois les commentaires des collègues qui suivent le webinaire. Au niveau du son, c'est pas terrible. Est-ce que tu as la possibilité de mettre un casque? Ou en tout cas, de diriger ta voix vers le micro de l'ordinateur pour pas qu'il y ait de... Bien sûr. Est-ce que c'est mieux comme ça? S'il te plaît. Bon, on va voir. Par contre, là, tu as affiché le PowerPoint en mode voilà, ça va être bien. Bon, désolé pour cette petite intermède. On continue. Vous m'entendez bien, Karine? Je pense que ça va aller, et puis on va voir. Bon, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. S'il le faut, j'essaierai de trouver un autre moyen pour qu'on m'entende mieux, mais je peux aussi parler plus fort. Bon, nous rejoint. C'est bon, vous n'avez pas de retour en négatif? Pas pour le moment. Par contre, je vois qu'en vignette, nous avons Florent qui nous rejoint, mais je ne suis pas sûre que le son fonctionne davantage. Bon, on a beaucoup de problèmes techniques ce matin. Bon, allez, on continue. On continue. Alors, on en était donc aux matières concernées par rapport aux lignes directrices de gestion. Alors, quelles sont les matières qui sont concernées? Alors voilà, il y a plusieurs matières hein, dans la ligne directrice de gestion à l'État, bien entendu, parce que dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale, ce ne sont pas les mêmes lignes directrices de gestion. Les deux sont communes, ce sont la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Et dans la fonction publique d'État, on a les orientations générales en matière de mobilité. Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est cette stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des moyens et des compétences, et les orientations générales en matière de mobilité, qui est cette ligne directrice de gestion uniquement à l'État, dans la fonction publique d'État, et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, bien entendu, comme je vous le disais juste avant, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité en fonction des situations individuelles et, comme je vous le disais aussi, en fonction éventuellement de l'intérêt général, l'administration peut déroger à ces lignes directrices de gestion. L'objectif, c'est donc de formaliser les critères qui seront mis en œuvre pour appliquer les décisions. Alors, les lignes directrices de gestion, hein, bien sûr, elles seront communiquées aux agents qui doivent en faire l'objet. Les agents, vu que nombreuses décisions qui les concernent seront prises sur la base des lignes directrices de gestion, ils auront communication de ces éléments-là et elles peuvent être établies, ces trois lignes directrices de gestion, dans un document unique qui sera donc communiqué à l'agent.
Alors, ce que je comprends bien, grosso modo, les employeurs publics vont définir les règles qui seront appliquées, notamment en matière de mobilité ou d'avancement. Est-ce qu'il y a une grille de mise en œuvre? Alors, pas exactement, hein, ni la réglementation ni la loi a mis une grille de mise en œuvre. Elles ont bien d'accompagner les éléments de cette mise en œuvre, mais voilà, c'est surtout le Conseil d'État qui a modelé depuis les années 70 la notion de ligne directrice de gestion et son élaboration. Donc le Conseil d'État, il précise qu'il est nécessaire de veiller dans la rédaction puis la mise en œuvre des lignes directrices à préserver la souplesse de ces instruments de gestion qui ne sauraient être conçus de manière prescriptive ni donner lieu à une application systématique et indifférenciée, au risque sinon de faire émerger à nouveau les rigidités de gestion auxquelles le gouvernement entend, par ces lignes directrices de gestion, mettre fin. C'est bien cette souplesse-là qu'il faut garder, et comme toute souplesse exige qu'on ne s'inscrive pas dans cette rigidité et dans un caractère restrictif, bien entendu, il n'y a pas une ligne permettant la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion. Ça veut dire du coup que l'employeur pourra s'en... Exactement, c'est ça. C'est cette souplesse-là, hein, l'employeur, il pourra tout à fait s'en écarter. Alors, pas non plus n'importe comment. Hein, c'est juste que les directives de gestion ne sont ni prescriptives ni d'application systématique, mais et justement parce qu'elles ne sont pas prescriptives ni d'application systématique, l'employeur ne renonce pas ni à son pouvoir d'appréciation, ni à la dérogation à ces lignes directrices de gestion pour des raisons d'intérêt général. Est-ce que ces lignes sont établies seulement par les employeurs publics? Alors non, pas vraiment. L'employeur public n'est pas seul en la matière, c'est pas le seul pilote dans le bateau, puisque on a un principe depuis longtemps maintenant qui est celui du principe de participation des fonctionnaires aux règles qui les régissent. Donc c'est le cas pour les lignes directrices de gestion. On a voulu inverser la hiérarchie de fonctionnement, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement en descendant. C'est pas non plus de la cogestion, c'est vraiment une participation des fonctionnaires dans cet esprit de participation des fonctionnaires aux règles qui leur sont soumises, que les fonctionnaires pourront participer ou en tout cas avoir un avis sur les lignes directrices de gestion quand elles seront votées et décidées par l'employeur. Donc, ça veut dire que les représentants du personnel vont participer à l'élaboration des lignes directrices. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que je commençais effectivement à annoncer. Hein, c'est cette participation-là des fonctionnaires aux règles qui les régissent. Effectivement, cette participation-là, elle est faite par l'intermédiaire des délégués qui siègent dans les organismes consultatifs et qui participent à, d'une part, l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, mais comme le décret du 29 novembre 2019 le précise également, à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines et à l'examen des décisions individuelles. Alors, c'est l'article 8 bis du titre 1 de la loi du 13 juillet 83 qui prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives notamment au déroulement de la carrière et à la promotion professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et en tout état de cause, à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines et à l'examen des décisions individuelles. Alors, c'est pas de la négociation collective, bien entendu, c'est pas cette négociation collective qui permet d'aboutir à un accord après consensus, après échanges multiples et longs, c'est pas exactement ça. Le principe de l'élaboration des lignes directrices de gestion, il est fixé par l'article 18 du titre 2 qui prévoit bien que c'est après avis du comité social d'administration. Ils seront consultés. Excusez-moi. Oui, mais alors du coup, les CSA, ils n'existent pas encore. Non, exactement. Les CSA n'existent pas encore et en attendant les élections professionnelles, le prochain renouvellement des instances paritaires, ce sont les comités techniques qui seront compétents pour l'examen des lignes directrices de gestion. Ok, alors donc si je résume, les employeurs vont définir
en les présentant aux ES représentatives au CT, la prise en compte de l'impact RH des projets d'établissement, ce qui est appelé stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, Exactement, c'est ça? Aussi, les critères permettant de guider la gestion des arrivées et des départs des agents vers ou en provenance d'une autre administration, appelées les orientations générales en matière de mobilité. Et le dernier sujet, les critères de construction des tableaux d'avancement nommés orientation générale en matière de promotion et de valorisation des parcours, notamment pour l'avancement au choix. C'est ça? C'est ces trois sujets-là? Exactement. Bien cerner les lignes directrices de gestion, leur contenu, voilà, les 3 lignes directrices de gestion principales, hein, c'est ces 3-là, la stratégie RH, la mobilité et la valorisation des parcours par la promotion. Alors, quand ces lignes de gestion entreront en vigueur, à quel moment? Il y en a déjà qui sont rentrées en vigueur, mais on va voir tout de suite ce qu'il en est de cette entrée en vigueur. Hein. Celles qui concernent la mobilité, donc les orientations générales, hein, les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, elles s'appliquent déjà en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2020. Et celles qui concernent la promotion et la valorisation des parcours, elles sont applicables à compter des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. C'est important, c'est au titre de l'année 2021. Et elles seront établies pour voilà, combien de temps? comme vous le voyez là, elles sont établies dans la limite de 5 ans. Alors, elles peuvent faire l'objet dans l'intervalle, pendant cette période-là, en tout ou partie d'une révision. D'accord. Et est-ce qu'elles pourront être invoquées devant le juge? Ça, c'est une question essentielle, et c'est la question qu'on a un petit peu touché du doigt tout à l'heure. Hein, c'est cette question de la possibilité d'invoquer les lignes directrices de gestion devant le juge, ce risque contentieux. Il existe effectivement, puisqu'elles sont invocables, pour répondre directement à votre question, Karine, invocables devant le juge. Et ce qui est important de comprendre dans cette opposabilité des lignes directrices de gestion, c'est qu'elles sont invocables, qu'il s'agisse de se prévaloir de leurs orientations ou d'exciter de leur illégalité. Alors, que je précise un petit peu ces 2 éléments. Hein, elles sont contestables devant le juge lorsque elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre, hein, ce qui est le cas de celles qui sont consacrées à l'avancement, conformément à la logique sur laquelle repose la possibilité ouverte à l'administration d'utiliser ces instruments juridiques, et elles sont invocables également devant le juge, qu'il s'agisse pour la personne concernée de se prévaloir de l'orientation ou, le cas échéant, comme je le disais, hein, de considérer que ces lignes directrices de gestion sont illégales en elles-mêmes, c'est-à-dire que les critères qu'elles utilisent ne peuvent être mis en œuvre par des lignes directrices de gestion. C'est souvent le cas quand la ligne directrice de gestion prévoit une règle qui serait discriminatoire pour un requérant. Alors, en cas de contentieux dirigé contre une décision individuelle, les agents pourront invoquer les lignes directrices de gestion et donc leur mauvaise application. Ils pourront également invoquer leur illégalité à l'occasion. Alors, c'est bien à l'occasion d'une contestation contre une décision sur laquelle elle est fondée. C'est ce qu'on appelle exciper de leur illégalité. Alors après, bien entendu, hein, puisque les lignes directrices de gestion ont cette portée juridique de souplesse, et que l'administration ne renonce pas à son pouvoir d'appréciation au cas par cas, l'employeur aura toujours la possibilité de se justifier si jamais un requérant introduit un recours contre une décision qui s'appuie sur une ligne directrice de gestion, que le recours soit dirigé contre la décision et que l'agent conteste l'orientation prise à l'appui de la ligne directrice de gestion. Oui. Allô, Gaëtan, tu m'entends? Tout à fait. Ah, victoire. Il est arrivé. On arrive. Je te laisse continuer à dérouler le PowerPoint, hein, comme ça. Bien entendu. C'est bien. Merci d'avoir pris le relais pendant cette période de gestion des problèmes informatiques. Du coup, comme le disait Gaëtan, en effet, la rédaction des lignes directrices de gestion est éminemment importante dans la mesure où elles pourront être contestées devant
devant le juge. Et bien entendu, dans ce cadre-là, elles seront à ce titre communicables aux agents, justement, pour qu'ils puissent connaître ces lignes directrices de gestion et éventuellement en tirer les conclusions en demandant leur application devant le juge administratif. Je ne sais pas si tu l'as dit juste avant, Gaëtan, mais on a 2 arrêts récents du Conseil d'État assez intéressants du 21 septembre qui nous rappellent qui sont des bons exemples en matière d'application, notamment dans le cas du versement d'une indemnité de départ volontaire à l'État, où le juge a dit que l'agent pouvait se prévaloir de la circulaire du ministère concerné pour obtenir l'application des fourchettes de calcul de l'indemnité de départ volontaire. Alors du coup, ce qu'on vient de dire là, pour reprendre le fil, c'est que ces lignes directrices de gestion sont communicables aux agents, Oui. hein, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les éléments de ces 3 lignes directrices? Avec plaisir, Karine. En effet, donc on a 3 lignes directrices de gestion. Attention, on en a 3 à l'État. Dans les autres fonctions publiques, on n'a que 2. Une petite précision, je ne sais pas si Gaëtan l'a dit tout à l'heure en termes de durée. La durée de ces lignes directrices de gestion qui sont pluriannuelles, c'est 5 ans à l'État ou à l'hospitalière, mais c'est 6 ans maximum dans le versant territorial. Hein. Comme je crois qu'il y a quelques territoriaux parmi nous, c'était important de le souligner. Donc on a ces 3 lignes directrices de gestion. Premièrement, on a la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, qui a comme objectif de définir les objectifs de la politique de ressources humaines, notamment à travers des objectifs de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, ce qu'on appelle aussi GPEC. Deuxième ligne directrice de gestion, là pour le coup spécial État, c'est les orientations générales en matière de mobilité. Donc comment je fais pour gérer les demandes, rappel des priorités légales et quels sont les autres critères éventuellement prioritaires que je peux mettre en place. Ces lignes directrices de gestion à l'État existent déjà, hein, puisque contrairement aux 2 autres, elles sont rentrées en vigueur dès le début de l'année 2020 et chaque ministère a déjà mis en place ces lignes directrices de gestion. Et enfin, troisièmement, et c'est là où il y aura à la limite le plus de travail, ce sont les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours, notamment les critères qu'on va pouvoir utiliser pour identifier les agents qui vont pouvoir bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion interne. Je vous propose, Karine, Gaëtan, de bien voir un peu plus en détail ces 3 lignes directrices de gestion. Avec plaisir. Alors, donc on va commencer par la ligne directrice de gestion qui est entre guillemets la moins compliquée à mettre en œuvre, c'est la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, parce que c'est grosso modo mettre par écrit les modalités de fonctionnement de gestion de ces ressources et de ces compétences dans les différents ministères et dans les différentes collectivités, les différents établissements publics hospitaliers ou médico-sociaux. Hein, si je reprends une phrase Ternev, c'est gouverner, c'est prévoir. Hein, donc du coup, c'est justement prévoir, anticiper. Hein, par exemple, hier, j'étais dans un établissement public de santé avec les syndicats dans une espèce d'échange paritaire sur ces lignes directrices de gestion. Et sur cette partie-là, un des éléments, c'était la déprécarisation entre guillemets. Hein, c'est les termes qu'ils ont utilisés, c'est-à-dire la mise en place d'une politique de titularisation des agents contractuels hors loi. Enfin, je veux dire, c'est pas, je parle pas de sauvader ici, simplement une politique de titularisation. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de formes et bien entendu, les priorités, l'organisation de ces lignes directrices de gestion vont être très différentes. La forme de ces lignes peuvent être très différentes en fonction que je sois un énorme ministère, l'éducation nationale, la défense, ou un petit ministère comme le ministère de la Culture, ou alors une grosse collectivité, ou au contraire une
petite collectivité ou un gros établissement, un gros CHU avec 15 000 fiches de paye, ou au contraire un petit EHPAD avec 80 agents. Hein. Donc il y a une grande souplesse, hein, vraiment le maître mot en matière de ligne directrice de gestion. Et je pense que Gaëtan l'a dit en amont, c'est très important aux yeux du juge administratif. Et d'ailleurs, quand je vois certaines propositions de lignes directrices de gestion qui circulent à droite à gauche sur les réseaux, je m'inquiète un petit peu quant au contenu trop restrictif, hein, et trop précis de ces lignes. Il y a nécessairement une notion de souplesse et d'adaptation aux besoins et à la spécificité du ministère ou de l'établissement. Donc, ces lignes, hein, c'est définir les objectifs qu'on va se fixer en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines, avec une politique du coup d'évolution et de recrutement. Ainsi, par exemple, je constate que j'ai une pyramide des âges inversée, avec une grosse quantité d'agents qui sont proches de la retraite. En termes d'efficacité, de pertinence et de GPMC, je peux dire, ben voilà, je vais faire une politique de recrutement des jeunes. Alors après, la question qui va se poser derrière, c'est comment je fais pour attirer les jeunes dans mon ministère, dans ma collectivité ou dans mon établissement. Et pour ça, on a plein d'outils qui peuvent exister. Alors, comment on établit ces lignes? Il n'y a pas de recette miracle, hein, bien entendu, mais il me semble que la première chose, c'est déjà identifier l'existant. Hein. C'est de regarder quels sont les effectifs, utiliser les outils qu'on a. Gaëtan ? Oui. Il n'est pas sorti la diapo. Merci. Donc, identifier les effectifs, utiliser les outils qu'on a déjà. Donc, hein, j'entends, voilà, on a. Ce que je remarque, hein, chez les employeurs publics, c'est qu'il y a plein de rapports, plein d'outils, plein d'éléments qu'on n'utilise pas à bon escient. C'est-à-dire que souvent, on les a, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Finalement, ça peut être un moyen de faire une photographie de ce qu'est mon ministère, de ce qu'est mon service déconcentré, de ce qu'est ma collectivité, de ce qu'est mon établissement public, et ensuite derrière de se dire bon voilà, je suis là, c'est mes objectifs. Eh bien la question qui va venir derrière automatiquement, c'est quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, est-ce que finalement c'est formalisé par écrit, ce qui est mis en place quotidiennement dans les structures? Oui, hein, c'est tout à fait ça. Hein. On mesure l'existant, on définit des objectifs et derrière on met en place les besoins, les outils qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs. Je ne conçois pas qu'aujourd'hui dans la fonction publique on fonctionne autrement. Hein. J'entends que il y ait peut-être, surtout dans cette période d'épidémie, un pilotage à vue, puisqu'il y a quand même des urgences et des modifications dans la gestion, mais je suis persuadé que ce soit formalisé ou pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà. Simplement, on va être obligé de le mettre par écrit pour ensuite suivre ces lignes directrices de gestion. Alors un petit exemple c'est un exemple, attention, hein, c'est un exemple à la fois dans la forme et dans le fond. Hein, pour le coup, c'est pas quelque chose du tout d'obligatoire et ça peut par contre être utilisé en termes de résumé. Donc vous voyez ici, on a d'un côté une colonne objectif. Donc quand je parlais de recruter des jeunes, l'attractivité. Il y a des objectifs qui de toute façon sont obligatoires. L'égalité femmes-hommes, ça c'est un objectif. La qualité de vie au travail, dans laquelle j'insère la santé, sécurité au travail. Hein. Ce que je dis souvent, et on est bien placé au cabinet pour le dire, c'est que il faut que le monde du travail soit avant tout un monde sécurisé, avant qu'on en fasse un endroit fun, entre guillemets. Hein, déjà, que ce soit pas dangereux, et après on en fera un endroit charmant. Donc on va mettre ces différents objectifs et ensuite on va utiliser les différents outils qu'on a à notre disposition. Alors bien sûr, en termes d'attractivité, ça va être différent en fonction du fait que je sois
dans une collectivité locale ou un établissement public hospitalier ou un ministère. Par exemple, dans une collectivité locale, un outil d'attractivité, c'est le régime de prime. Puisque c'est la collectivité qui définit ses primes dans la limite de l'État. Donc, bien entendu, une collectivité qui a un bon régime indemnitaire, ça sera un outil d'attractivité. Sur l'égalité femmes-hommes, en termes de formation, la sensibilisation au regard du vocabulaire, la sensibilisation au regard de ce qu'on peut, de la définition de ce qu'est une violence physique ou verbale envers quelqu'un. Donc on a plein de moyens, plein d'outils qu'on peut mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Si je repars hier sur un dispositif de réduction de la précarité avec une titularisation des agents contractuels, l'outil, c'est l'organisation de processus de recrutement, soit de concours sur titre sans épreuve, soit de recrutement direct. Alors par contre, il ne s'agit pas de dire, si je reprends cet exemple-là, je vais faire tant de titularisations par an. Non, j'en aurai un, c'est mon objectif. Je dis que je vais faire ça, mais je ne vais pas dire que je vais titulariser tant de personnes par an. Alors, si je comprends bien, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il s'agit de rédiger un plan avec des objectifs et des moyens, c'est ça, et tout ça doit tenir compte de 3 aspects. Le premier, c'est l'évolution prévisible de l'administration et de ses compétences. Le deuxième, c'est l'évolution des besoins. Alors, on peut avoir aussi des conséquences par rapport au volet numérique, qui peut avoir un impact sur les effectifs. Et le troisième sujet, c'est la composition du vivier des agents de l'administration, qui peut tenir compte aussi de la pyramide des âges. Tu en as parlé tout à l'heure, le départ à la retraite, et en tout cas, qui tiennent compte de la nécessité d'avoir une cohésion et un bon fonctionnement du service. C'est tout à fait ça, tu as très bien compris, Karine. Alors, comme je le disais, elles sont nécessairement, ces lignes directrices de gestion, différentes en fonction de l'entité et du lieu où elles vont s'épanouir. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces lignes directrices de gestion n'auront pas d'impact direct sur des décisions individuelles. C'est en ce sens-là qu'elles seront quelque part moins dangereuses, entre guillemets, en termes de contentieux que les autres lignes directrices. Je veux dire par là que je pourrais pas dire, on ne m'a pas titularisé, alors que dans les lignes directrices de gestion en matière de stratégie, il y avait prévu un plan de titularisation, pour faire simple. Donc, c'est vraiment c'est un outil de formalisation et de communication à la fois auprès des organisations syndicales et donc indirectement auprès des agents, de la façon dont l'employeur public va voir son évolution. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça, et je suis persuadé qu'on va avoir des formes et des éléments très très différents en fonction des préoccupations de chacun. Ici, je suis chez des employeurs publics à la Réunion aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes questions et problématiques et les mêmes objectifs qu'on peut avoir en métropole, et même à l'intérieur d'une métropole, bien entendu, les choses sont différentes. Et puis ensuite, il y a la question de la taille et de l'activité principale de la collectivité, du ministère ou de l'établissement. On parlait, le titre de la slide est assez évocatrice. C'est vraiment des éléments de stratégie, ces lignes directrices de gestion. Alors, je vous propose maintenant d'aborder les orientations générales en matière de mobilité. Alors attention, là, j'aurais tendance à vous dire, les territoriaux, fermez vos oreilles, ou en tout cas, ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne que l'État. Et encore une fois, là, pour le coup, normalement, les différents ministères ont déjà pris des lignes directrices de gestion en matière de mobilité. Alors juste un rappel, c'est que depuis la loi mobilité d'août 2009, la mobilité est un principe fondamental de carrière. C'est-à-dire que cette mobilité, elle englobe à la fois la mobilité fonctionnelle, donc je reste dans mon grade échelon ministère et je vais changer de poste, et éventuellement dans différents services, éventuellement dans différents lieux de France, avec des politiques qui existaient déjà, de mobilité très différentes d'un ministère à l'autre. D'abord, est-ce qu'il est déconcentré, pas déconcentré,
Ce qu'il y avait malgré tout, c'est que on avait quand même une certaine rigidité à travers une grosse, pas partout, attention, hein, mais de manière générale, voilà, une espèce de grand messe annuel de campagne de mobilité qui empêchait une certaine souplesse. Ces lignes directrices de gestion en matière de mobilité s'inscrivent dans une volonté de souplesse qui, d'une part, permet de créer grosso modo deux types de mobilité. Il ne s'agit pas de mettre fin à la grand-messe annuelle parce que des fois c'est tout à fait pertinent. Je prends l'éducation nationale. Je veux dire, les mobilités, elles se font dans l'optique d'une année scolaire. Un prof, c'est pas pertinent qu'il soit mobile en cours d'année puisqu'il va planter ses élèves et que derrière ça pose des problèmes très pratiques. Non, mais par contre à ces moments annuel de mobilité, on va éventuellement, pas partout, mais éventuellement rajouter une possibilité de mobilité au fil de l'eau tout au long de l'année. Et deuxièmement, eh bien, éventuellement de déconcentrer les pouvoirs les appréciations de recrutement. L'appréciation, hein, parce qu'on reste quand même dans l'État avec un ministère décideur au final. Hein. La décision administrative reste celle prise par l'État. Alors ça, c'est la deuxième ligne directrice de gestion. Est-ce qu'elle concerne exclusivement les demandes de mobilité des agents ? Concerne à la fois les demandes de mobilité, mais aussi on peut tout à fait l'appliquer sur l'accompagnement des employeurs. C'est-à-dire que oui, en premier lieu, ça va concerner les demandes de mobilité des agents, mais aussi l'employeur peut tout à fait organiser le suivi de la mobilité, l'accompagnement à la mobilité pour encourager les agents et le mettre dans les lignes directrices de gestion. L'objectif, c'est un objectif de souplesse et comme je le disais, avec une double mobilité, une mobilité annuelle et une mobilité au fil de l'eau. Maintenant, on n'a pas que ce type de mobilité fonctionnelle entre guillemets qui est concerné. Pour cette ligne précisément, donc tu l'as dit, on accueille aujourd'hui aussi des collègues de la fonction publique territoriale et de l'hospitalière. Est-ce que pour cette ligne, toutes les fonctions publiques sont concernées ? De reposer la question parce que ça soit bien clair. Non, ça ne concerne que l'État. C'est une spécificité de l'État. Alors, avant de développer encore un petit peu cette question-là, je te propose de rappeler les différents types de mobilité autres que la mutation qui peuvent exister. Bien entendu, donc la mutation, c'est la mobilité à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de l'employeur ou d'un autre employeur en fonction que j'ai des corps interministériels. On a les fameux corps interministériels à gestion ministérielle, le SIGEM des attachés, par exemple, dont certains sont quand même assez concernés. Mais on a aussi d'autres types de mobilité et les lignes directrices en matière de mobilité peuvent aussi avoir un effet sur des autres versants de la fonction publique. C'est-à-dire que les autres versants de la fonction publique n'ont pas à rédiger des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, mais par contre, ils peuvent quelque part en bénéficier et bénéficier des lignes directrices de gestion de l'État. On est quand même, encore une fois, dans un glissement d'une fonction publique unique à trois versants et non plus dans une structuration avec les trois versants de la fonction publique. Donc, rapidement, les lignes directrices de gestion en matière de mobilité peuvent indiquer la façon dont on va prendre en charge et utiliser la mise à disposition. On va aussi mettre en place les façons dont on va utiliser le détachement. Je rappelle que détachement, le fonctionnaire quitte son corps pour aller dans un autre corps, voire un contrat de droit public. On peut aussi indiquer les politiques en matière de disponibilité. Et cela, pour le coup, par exemple, par rapport au départ. Je vais y venir. Et puis enfin, bien entendu, il y a normalement the forme de mobilité à l'État. Vous avez vu quand j'utilise un mot anglais, c'est important. C'est l'affectation en position normale d'activité, dont les modalités ont été précisées, puisque c'est vrai que le décret de 2008 laissait pour certains une trop grande liberté aux
aux employeurs. Et donc, le décret du 15 avril 2020 est venu et un petit peu encadrer un peu mieux, notamment à la fin de l'affectation en position normale d'activité. Donc, les lignes directrices de gestion peuvent tout à fait concerner l'ensemble de ces dispositifs au-delà de la pure mutation. Alors du coup, ces 4 dispositifs, est-ce que ce sont les seuls au sein de la fonction publique d'État pour bénéficier d'une mobilité ? Non, c'est justement la question prioritaire, le type de mobilité que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est les mutations. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en matière de mutation, les lignes directrices de gestion, comme on va le voir aussi, les lignes directrices de gestion en matière d'avancement et de promotion, n'ont pas pour objectif de remettre en cause les priorités légales. On a dans le titre 2, dans la loi 84/16, une liste de priorités légales qui doivent être utilisées pour accueillir les demandes de mobilité. Donc, on a légalement des priorités qui sont données aux fonctionnaires séparés de son conjoint ou son partenaire. On a les priorités aux fonctionnaires en situation de handicap, donc bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, à définir par arrêté ministériel, aux fonctionnaires qui justifient du centre des intérêts moraux dans un département d'outre-mer, et ça c'est quelque chose encore qui est nouveau. Et enfin, c'est en lien avec le décret sur la suppression d'emplois, les fonctionnaires relevant d'une autre administration dont l'emploi est supprimé. Et une autre administration dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur l'emploi correspondant à son grade. Donc on a ces priorités légales de mutation, c'est-à-dire que les lignes directrices de gestion en matière de mobilité ne peuvent pas déroger à ces règles légales et elles doivent être respectées, ces règles légales de mobilité. C'est-à-dire que quelqu'un séparé de son conjoint qui, dans le cadre d'une mutation, veut venir travailler, en théorie, il est prioritaire par rapport à un autre, a fortiori si il vient via un dispositif de mobilité statutaire, donc pas la mutation, d'un autre versant de la fonction publique. L'objectif, entre guillemets, si je le résume, c'est on s'occupe d'abord de nos ouailles, et on gère nos agents avec ces priorités-là, et puis après, on peut éventuellement ouvrir sur l'extérieur. Donc, le dispositif de ligne directrice de gestion en matière de mobilité ne viendra que soit préciser les éléments qui sont ici, par exemple, quartier urbain difficile, soit les compléter par d'autres éléments. Alors, les lignes directrices de gestion, comment est-ce qu'elles vont impacter, au-delà de préciser, comme tu dis là à l'instant, comment est-ce qu'elles vont impacter les procédures qu'on a vues, là, les quatre dispositifs précédemment, plus celui d'annotation. Ces éléments de ligne directrice de gestion, outre le rappel et la précision donc des conditions légales, vont pouvoir introduire des critères supplémentaires pour départager des candidatures une fois qu'on a appliqué ces critères légaux. Donc ils sont subsidiaires dans la réglementation, dans la loi, c'est assez clair. C'est des critères subsidiaires et dans les lignes directrices de gestion que j'ai pu consulter de différents ministères, c'est quand même quelque chose qui a été assez bien respecté, même très très respecté. Donc c'est le premier critère, c'est la situation de famille et notamment la présence d'enfants mineurs, donc quel impact ça a et autres sur la situation de l'agent. Deuxièmement, c'est l'ancienneté dans le grade. Et enfin, la durée depuis laquelle l'intéressé relève de cas prioritaires. Donc les cas qu'on a mis en amont. C'est-à-dire que si j'ai deux personnes qui tous les deux ont leur centre des intérêts moraux dans un département d'outre-mer et qui veulent être affectées à l'ARS Île-de-France, l'ARS Guyane, puisque l'Île-de-France n'est pas encore en outre-mer, donc l'ARS Guyane, ils vont postuler à l'ARS Guyane et du coup dans le choix que la directrice va faire entre ces deux agents, elle prendra légalement, normalement, celui qui a le centre de ses intérêts moraux depuis plus longtemps par rapport à l'autre. Ou alors celui qui a le centre des intérêts moraux le plus longtemps et qui est séparé de son conjoint qui est resté vivre en Guyane.
voyez, hein, c'est grosso modo comme ça que ça devrait être appliqué. Donc ça peut avoir un impact direct sur le fait que je décide ou pas de recruter l'agent. Alors, ce sont des critères qui viennent s'ajouter aux critères qui existent déjà dans la loi, si je comprends bien. Complémentaires qui viennent s'ajouter aux critères légaux, mais qui sont prévus quand même par la loi et la réglementation. Simplement, c'est à l'employeur de définir ces critères complémentaires pour ensuite les mettre en œuvre. Ce qu'il faut aussi, il ne faut pas oublier derrière cet objectif de lisibilité et de transparence. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse dire de manière assez claire à un agent qui le demande, bah, finalement, on t'a pas pris parce que hein, il y a des priorités et ces priorités doivent être appliquées. Et voilà comment chez nous, on les applique. Il peut y avoir d'autres critères, hein, par exemple à l'éducation nationale, c'est le fait d'être affecté donc dans des quartiers sensibles. C'est un critère légal, mais qu'on peut ensuite décliner à l'échelle ministérielle et qui vient donner une priorité à l'agent dans le cadre de sa demande de mutation. Alors oui, hein, bien entendu, on a d'autres critères à prendre en compte et qui peuvent être complétés. C'est le décret du 29 novembre 2019 qui prévoit ces priorités encore supplémentaires. Donc on peut avoir des durées minimales et maximales d'occupation des postes. Ça, c'est une grande nouveauté. On en parlait déjà, hein, de toute façon, dans la loi sur la mobilité de 2009, mais il n'y avait pas les dispositifs clairement réglementaires qui permettaient de mettre en œuvre ça. Et donc, on peut déterminer des postes sur lesquels l'agent s'engage à rester un minimum de temps ou un maximum de temps. D'accord. Alors du coup, on voit qu'il y a beaucoup de critères qui permettent du coup déjà de définir les lignes directrices en matière de mobilité. Est-ce qu'il reste encore une marge de manœuvre pour les administrations ? Il y en a une, mais elle est petite pour le coup, hein, parce que si on met bout à bout toutes les priorités légales ou réglementaires, finalement, ces critères subsidiaires, j'aurais tendance à dire, si je reprends le vocabulaire, j'ai priorité légale, critères supplémentaires et ensuite éventuellement du subsidiaire quelque part. Ça laisse quand même beaucoup moins de marge de manœuvre aux employeurs en matière de recrutement, d'autant que eh bien entendu, ça c'est un côté humain. La mobilité, elle peut être motivée soit par des considérations d'ordre professionnel, envie de changer un petit peu d'air, de voir un autre métier ou un autre lieu, mais elle est souvent, notamment à l'État, la conséquence de considérations d'ordre personnel ou social ou familial qui justement sont des priorités légales. Un rapprochement de conjoints, centre des intérêts moraux, BOE, donc finalement la marge de manœuvre est quand même assez limitée. Alors je vais quand même parler un tout petit peu plus des durées minimales d'occupation des emplois qui s'ajoutent à ces éléments, hein, parce qu'on ne peut pas non plus dire voilà, ici ça sera tant de temps. Et non, normalement, ces éléments-là sont à définir en fonction des difficultés particulières de recrutement. Hein, par exemple, certaines zones prioritaires où les gens n'ont pas envie d'aller. Des impératifs de continuité et de maintien des compétences, des objectifs de diversification des parcours, des enjeux, mais aussi, et ça je trouve ça extrêmement intéressant parce que je milite pour ça depuis des années, c'est la prévention des risques d'usure professionnelle. Ça, oula. Eh ben dis donc, aujourd'hui, on n'est pas aidé, Karine. Hein. C'est pas grave. On va y arriver. Je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais. Ah. Je vais respirer un petit peu. Ça permet à nos patients.
Oui, et puis ça permet aux gens de peut-être de poser des questions dans le chat. Hein. Je reprécise que vous pouvez utiliser le chat au-delà au démarrage pour régler les petites considérations techniques, mais aussi pour poser des questions. En l'occurrence, Gaëtan est là aussi Voilà, vous voyez pour répondre aux pour, questions. Oui, tout à fait. Vous voyez ma diapo? Bon, parfait. Hein, donc, c'est bon. pour le coup, Gaëtan, je vais prendre le relais sur le PowerPoint, ça sera aussi plus pratique. Voilà. Donc, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Alors, je disais que il y a un élément qui je trouve très intéressant, c'est la prévention des risques, puisque la mobilité est aussi un outil de prévention des risques, notamment dans les emplois qui ont des risques d'usure professionnelle importants. Eh bien, c'est un outil. Donc, on peut dire voilà, sur ce poste-là à risque, l'agent ne pourra pas rester plus de un certain temps. On a quand même des outils pour identifier, et c'est important d'ailleurs d'identifier ces emplois à risque d'usure professionnelle. Et enfin, la question des risques déontologiques. Ça, c'est aussi quelque chose qui transcende les lois depuis maintenant plusieurs années. Quand quelqu'un, s'il reste trop longtemps sur un poste, risque, d'un point de vue humain, de développer des relations qui peuvent conduire à des dérives déontologiques. Bon, voilà, on peut aussi utiliser cet outil. Alors, si je comprends bien, c'est qu'il y a un critère subsidiaire qui est lié à la durée minimum ou la durée maximum selon d'occupation sur le poste. Mais une fois que ces durées ont été respectées, est-ce que l'agent bénéficie d'une priorité de mobilité? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, hein. Il aura une priorité d'affectation avec un accompagnement pour son projet de mobilité. Oui, c'est donnant-donnant, voilà. Hein, l'agent qui s'engagea, surtout lorsque c'est une durée maximum, hein, pour le coup, et bien derrière, bien entendu, on va l'accompagner dans la recherche d'une nouvelle affectation en tenant compte à nouveau des différents critères. Et puis d'ailleurs, c'est des critères, le fait, on l'a vu aussi, d'avoir été dans certains postes pendant un certain temps qui permettrait de prioriser sa mobilité. D'accord. Alors, ces durées, Oui, elles sont encadrées. Est-ce que tout ça, c'est limité. La durée minimale ne peut pas être supérieure à 5 ans. Donc, je peux dire à un agent qu'il doit rester pour une durée qui est maximum 5 ans. Et la durée maximale, c'est aussi 5 années. C'est-à-dire que si je fixe une durée maximale, c'est 5 années. Je ne suis pas en train de dire que tout fonctionnaire hospitalier a l'obligation de changer d'affectation tous les 5 ans. Attention, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que les lignes directrices de gestion peuvent indiquer que certains emplois auront une durée maximale et lorsqu'elles le font, cette durée maximale sera de 5 ans. Alors, oui. D'accord. Et du coup, excuse-moi, Florent, ces durées minimales et maximales dont tu parles, elles ne sont pas contraires aux droits des fonctionnaires à occuper un emploi hein, et au principe même de Conseil d'État, carrière? d'ailleurs, il y a quelques jours, le 7 octobre 2020, a rappelé que ces dispositions ne sont pas contraires au droit des fonctionnaires à occuper un emploi, parce que le droit du fonctionnaire, c'est le droit d'avoir un emploi correspondant, enfin d'avoir une affectation correspondant à son grade. Hein. Mais c'est pas le droit d'avoir cette affectation correspondant à son grade de manière infinie, hein, de manière indéterminée. Donc du coup, ces dispositions qui ont juste pour objet d'organiser la circulation, qui en plus sont limitées à certains emplois. Hein, comme je vous ai dit, il n'est pas question de dire que tout fonctionnaire doit rester un minimum de 5 ans ou ne peut pas rester plus de 5 ans sur un poste. Hein. Simplement que sur certains emplois expressément fixés, enfin définie qu'il y aura cette mobilité. Donc non, hein. Et enfin, ce n'est pas contraire au principe d'égalité, étant donné que dans la mesure où les agents vont être affectés dans des emplois différents, ça a coupé? Ah. C'est revenu? Oui, un petit peu, ouais. Tu me vois, Karine? Mm. C'est bon, on repart. Oula! Oui, il se passe une chose bizarre, je ne veux pas voir.
tant que vous me voyez, c'est bon. Vous voyez mon écran? Allô? Ouais. Moi, je le vois, donc Vraiment, on va pas de supposer chance que tout le monde le aujourd'hui. voit. Donc, il s'agit donc on n'est pas dans une situation où il y a une rupture de l'égalité entre les agents. Ok, alors du coup, donc les administrations, elles doivent tenir compte d'un certain nombre de critères qui sont assez nombreux. Donc, ils sont issus de la loi et du décret. Donc, en fonction de leur situation, que ce soit des questions de handicap, de famille, de zone géographique, et puis il y a aussi des critères subsidiaires supplémentaires qui peuvent s'appliquer, comme des durées d'occupation minimales et maximales. C'est ce que tu as expliqué. Et ça, c'est selon les stratégies arrêtées par les administrations administrations concernées. C'est chaque administration concernées. qui va le faire en fonction de ses métiers, de l'existence de postes à risque. Donc, c'est chaque ministère qui va, dans ses lignes directrices de gestion, en matière de mobilité, définir ces éléments-là, avec une éventuelle déclinaison au niveau des concentrés ou au niveau des établissements sous tutelle, en fonction de l'indépendance entre guillemets de chacun de ces services. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder les orientations générales en matière de promotion et de validation des parcours, qui est donc pour l'État la 3e ligne directrice de gestion, pour les territoriaux et les hospitaliers la 2e ligne directrice de gestion. Bon, et ça, c'est un sujet relativement important. Oui, c'est un sujet important. Je dois dire qu'en ce moment, je passe mon temps à essayer d'aider les employeurs publics à rédiger des lignes directrices de gestion qui soient conformes à la réglementation. N'oublions pas que là, pour le coup, on a des lignes directrices de gestion qui sont susceptibles d'avoir un impact direct sur un élément extrêmement important de l'agent, qui est sa carrière. Du coup, elle a peut-être, c'est peut-être un impact, ça peut être un impact sur les pratiques qui sont ancrées dans le fonctionnement des administrations depuis longtemps. Mais soit dit en passant, c'est l'objectif de la loi. On va en reparler. Donc, ça veut dire qu'il faut être relativement vigilant sur souple et notamment en territorial et en hospitalier à l'État. Bon, comme ça se passe au niveau ministériel, les choses sont peut-être un peu différentes, mais dans les autres versants, extrêmement diplomates. Hier encore, après-midi, j'ai passé ma journée avec des représentants du personnel pour leur expliquer la chose, la portée et les impacts que ça peut avoir et l'importance de respecter. Qui plus est, j'ai vu fleurir à droite à gauche des propositions de lignes directrices de gestion qui me semblent entre l'illégalité et la dangerosité. Pas à l'État. À l'État, les lignes directrices de gestion qui sont sorties en matière de promotion et d'avancement me semblent tout à fait respecter l'esprit et la lettre de la réglementation. Alors, il y a deux parties dans ces lignes directrices de gestion, dans cette 3e ligne directrice de gestion. Il y a l'orientation générale en matière de promotion et de valorisation. Et il y a les mesures favorisant l'évolution professionnelle qui peuvent tout à fait être prises en compte en matière de recrutement. Alors, premièrement, en matière d'orientation générale, en matière de promotion et de valorisation des parcours, les objectifs sont écrits ici, et comme vous aurez le document, vous pourrez les voir, mais grosso modo, c'est d'indiquer comment l'employeur entend organiser l'acquisition de l'expérience professionnelle de ses agents et aussi le maintien dans l'emploi en lien avec les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et l'inaptitude. Donc, comment je fais pour à la fois maintenir les agents dans une situation de compétences professionnelles et deuxièmement, comment j'organise l'acquisition des acquis de l'expérience professionnelle avec différents outils qui sont déjà indiqués dans la réglementation. Le premier d'entre eux qui me semble extrêmement important, on parlait de droit des fonctionnaires en matière d'adéquation entre le grade et l'emploi. Ça, c'est extrêmement important qu'on ait des fonctionnaires qui soient réellement affectés sur des emplois correspondant à leur grade. Ça m'arrive fréquemment de voir des agents qui ne sont pas affectés dans les emplois correspondant à leur grade. Soit ils sont dans des grades
grade des emplois ne correspondant pas à leur niveau, soit ils sont dans des emplois ne correspondant pas du tout à leur grade, je veux dire un soignant sur un poste administratif par exemple, voilà, soit ils sont dans des emplois surqualifiés par rapport à leur grade. Ça c'est déjà en soi un travail de régulariser ça. Et puis après, la cerise sur le gâteau, ça serait d'avoir une adéquation entre la fiche de poste et la réalité des fonctions de l'agent, ce qui subodorerait d'avoir une fiche de poste pour tout le monde. C'est pas encore le cas partout. Donc c'est mettre en avant les outils que je vais faire. Ça peut être très simple. Hein. La collectivité 2 valorisera les parcours professionnels de l'agent en les incitant à suivre des parcours de formation et en proposant annuellement un entretien avec un référent mobilité de la collectivité. Ouais, ou alors ça peut être beaucoup plus précis. Et encore une fois, tout dépendra de la taille, des moyens et de l'énergie que l'employeur veut mettre dans cette politique de valorisation des parcours. Très bien. On parle beaucoup d'égalité de genre. Oui, hein, c'est quelque chose qui transparaît dans tout le long de la loi, l'égalité femmes-hommes. J'en ai parlé la semaine dernière hein, sur la question du dialogue social dans la fonction publique et je l'avais pris comme exemple sur les accords qui ont été passés ces dernières années et leur traduction en termes juridiques. Et là, c'est un effet, c'est-à-dire que depuis ces accords, toute disposition liée à la gestion des ressources humaines et au statut dans la fonction publique doit tenir compte de l'égalité femmes-hommes. C'est tout à fait le cas de la loi de transformation et des lignes directrices de gestion où on a à mains égards la question de l'égalité femmes-hommes qui intervient. Là, en matière de valorisation, ça peut être encourager la mixité dans les équipes. Alors là encore, hier dans un hôpital, j'aime autant vous dire que 80% de femmes. Bon, je veux dire, arriver, fixer à un objectif qui serait de se dire je vais avoir 50% d'hommes dans le corps des sages-femmes, c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais. Hein, il faut raison garder. Mais bon, ça peut être un élément de valorisation. Deuxièmement, eh bien, désigner un agent référent en charge de l'égalité, et puis sensibiliser sur les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes, des éléments qui de toute façon sont rendus nécessaires par la mise en place du dispositif de signalement hein, que les employeurs auraient dû mettre en place. Et enfin, ça peut être de la com. Hein. C'est aussi la valorisation des parcours, c'est de dire que eh bien, assumer l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'est pas quelque chose de mal. Hein, c'est quelque chose de positif, avec un rappel hein, sur les droits au temps partiel annualisé. Et alors là, je parle pour tout le monde, le temps partiel annualisé tel que après l'arrivée de l'enfant au foyer, hein, le nouveau qui a été mis en place, et puis lorsque tout sera sorti, l'allongement du congé paternité avec une communication. Hein, vous savez qu'il y aura une partie fixe et une partie obligatoire, une partie non obligatoire. Eh bien, communiquer en disant bah voilà, hein, pour les hommes, il y a une partie obligatoire, une partie non obligatoire. On vous encourage à, voilà comment ça se passe, voilà comment vous pouvez avoir ce congé, quels sont vos droits et derrière quel impact ça aura sur le fonctionnement du service. Bon, ce sont des orientations qui semblent peu compliquées à mettre en œuvre et a priori, oui, bien entendu, forcément consensus. Bon. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Ok, il y a un problème encore. Ouais, ça c'est web vidéo hein, pour le coup, mais ça arrive hein, pour le coup, puisqu'on a été coupés tous les trois, à moins que ça soit de mon côté, c'est pas grave, je le reprends comme on est reparti. Je te disais que finalement ces orientations-là, c'est pas très problématique. Par contre, en matière de promotion, c'est beaucoup plus compliqué. En matière de promotion, c'est beaucoup plus compliqué et je dois dire que d'une part, c'est vrai que certains
les employeurs comme les représentants syndicaux, notamment à l'État, notamment pendant la territoriale et à l'hospitalière, je pense que ça va être difficile. Et puis, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais je vois des choses qui sortent et qui me semblent pas correspondre à l'esprit et à la lettre de la loi. D'abord, une ligne directrice de gestion, comme Gaëtan vous l'a rappelé au départ, c'est avant tout une orientation, et c'est le terme qui est utilisé encore. Hein. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion, c'est une orientation générale. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle des acquis de l'expérience professionnelle des agents, assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est les deux objectifs de ces lignes directrices de gestion. Alors peut-être que tu pourrais réafficher le PowerPoint, s'il te plaît, pour apporter quelques précisions. Oui, tu as raison. En plus, voilà. Allez, partage d'écran. Voilà. Vous renvoyez? Attends. Bon. Donc du coup, hein, ce sont les deux principaux, les deux objectifs de ces lignes directrices de gestion. Alors, oui. Plus précisément, hein, on va le voir. Je reprends la réglementation. Alors là, j'ai pris l'État, mais dans les deux autres versants, c'est écrit exactement la même chose. On a d'abord, en vue de favoriser la promotion interne, les statuts fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration. Donc c'est l'avancement de la promotion interne, notamment par l'inscription sur une liste d'aptitudes établie par impression de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. C'est la voie, hein, de promotion interne par le choix, hein, si tu veux. Et puis sur l'avancement de grade, ça c'est encore plus fréquent, on nous dit que l'avancement de grade a lieu donc avec le ratio promouvable, notamment au choix. Donc encore une fois, on est uniquement au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Donc ça, ce sont les critères. Et d'où viennent les lignes directrices de gestion? C'est très important de regarder la forme de la rédaction. C'est sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion. Je veux dire, là-dessus, on a déjà la nature même de la ligne directrice de gestion, c'est une orientation. Et pour le coup, derrière, l'employeur, il tient compte de ces lignes directrices de gestion. Mais il n'y a pas marqué que c'est fait en application des lignes directrices de gestion. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais c'est quand même extrêmement important. On y reviendra. Mais au demeurant, autre chose d'importante, c'est qu'on est sur une application uniquement de la promotion, de l'avancement au choix. Hein. Tout ce qui est les autres formes d'avancement ne sont pas concernées. Alors, si je comprends bien, les employeurs vont définir les critères qui permettront de classer les agents qui c'est tout à fait les ça. conditions pour être Il ne s'agit pas de remettre en cause les ratios promouvables. Cette notion-là ne change pas. C'est-à-dire la collectivité, elle va définir son ratio. À l'hospitalier, j'ai mes arrêtés. Au ministère, j'ai mes arrêtés ministériels. Je ne peux pas changer. Là-dessus, il n'y a pas de changement. C'est juste que, on va afficher, communiquer les critères qui vont être utilisés pour ces avancements, mais pas de manière trop précise. Hein. Il faut bien se rappeler qu'une ligne directrice de gestion, par définition, ce n'est ni prescriptif, ni d'application systématique. Alors, n'est-ce pas les CAP qui donnent des avis sur les tableaux d'avancement prochaine, hein, on a à compter des décisions prises au titre de l'année 2021, au titre de l'année 2021, une sortie du champ de compétences des commissions administratives paritaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en amont les CAP qui vont construire les tableaux d'avancement. Alors, est-ce que ça veut dire que les agents qui vont être... Alors, pas tout à fait, hein, parce que d'une part, interne. les lignes directrices de gestion sont bien entendu communiquées et accessibles
notamment par voie numérique aux agents. Donc, ils connaissent les grandes orientations en matière de critères. D'autre part, on a la création d'un dispositif de recours administratif préalable non obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas obligé de le faire, ce recours administratif préalable. Donc, les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions défavorables que sont la promotion interne et l'avancement de grade. Alors, là-dessus, on a une petite actualité récente du 15 octobre, c'est que le Conseil constitutionnel a considéré que le caractère de la limitation à la notion des représentants des organisations syndicales représentatives, le mot représentatif était problématique dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle. Comme c'était rédigé de la même manière, je ne vois pas comment on pourrait pas, là encore, avoir une appréciation de l'inconstitutionnalité de cette rédaction. Pardon. Alors, est-ce que les recours administratifs sont obligatoires? Ça, c'est un élément très important. C'est un grand regret du Conseil d'État pour le coup. L'agent peut tout à fait saisir directement le juge administratif sans passer par ce recours administratif préalable. D'accord. Je crois que tu nous as préparé un petit slide synthétique. En schéma très synthétique, attention. Pour les décisions prises au titre de l'année 2020, enfin jusqu'au titre de l'année 2020, on a les agents promouvables, la CAP fait son classement et construit le tableau d'avancement et ensuite contestation éventuellement devant le juge. À compter des décisions prises au titre de l'année 2021, on a nos agents promouvables. C'est l'autorité détentrice du pouvoir de nomination, c'est le ministère, c'est l'élu qui va construire, ces équipes, on s'entend, qui va construire les tableaux en tenant compte des lignes directrices de gestion. Et cet avancement, il a lieu en fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Et ensuite, ces tableaux-là peuvent faire l'objet d'un recours de l'agent. Donc, premièrement, un recours administratif avec un représentant du personnel ou directement devant le juge administratif ou après devant le juge administratif. Très bien. Alors, peut-être en précision, donc, ces lignes directrices de gestion en matière d'avancement. Alors, il y a encore une fois une très grande liberté qui est laissée à l'employeur sur l'appréciation de ces lignes directrices de gestion. On peut tout à fait imaginer des lignes directrices de gestion générales qui ensuite vont être développées ou précisées en fonction des corps. Ou alors le faire par catégorie. Ou alors le faire par filière. Enfin, il y a une grande liberté qui est laissée à chaque employeur pour définir ces critères en fonction justement des spécificités de chaque corps. Alors, au demeurant, ce qui est important, c'est que il faut bien se rappeler que l'avancement a lieu maintenant en fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Alors, la première question qui peut se poser, c'est celle de la valeur professionnelle. Comment je fais pour apprécier la valeur professionnelle d'un agent? Et là-dessus, j'ai une réponse qui est une réponse purement juridique, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que dans la réglementation, on me le dit, y compris à l'hospitalière maintenant, à compter de 2021, que la valeur professionnelle fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte-rendu qui leur est communiqué. Donc, je ne vais pas revenir sur la procédure. C'est vrai qu'à l'hospitalière, c'est un véritable changement de paradigme. À l'État, vous êtes déjà habitué à la question, mais ça reste normalement l'élément principal de la valeur professionnelle. Les lignes directrices de gestion n'ont pas à définir professionnel, c'est l'évaluation.
Hein. Donc, l'évaluation, c'est elle qui définira la valeur professionnelle. Après, on peut quand même compléter par une motivation du cadre sur l'objet et sur la qualité magnifique de l'agent qui justifie un avancement de grade. Et du coup, Oui, on oui, bien comprend sûr. Hein. que Et on a d'ailleurs, on va y c'est revenir, un primordial. DJP assez clair déjà aujourd'hui, puisque la valeur professionnelle n'a rien de nouveau à l'État ou à l'hospitalière ou à la territoriale. C'est simplement la façon de l'apprécier qui est nouvelle à l'hospitalière. Et ça sera difficile de ne pas promouvoir un agent qui a une super valeur professionnelle à côté d'un agent qui aurait une valeur professionnelle beaucoup moindre. Donc, en effet, le gros débat, et ça aussi je l'ai souvent avec les syndicats, notamment à l'hospitalière avec ce passage, qui me disent oui, mais finalement, ça sera à la tête du client et autres. Non, il y a des outils, il y a un processus et un contrôle aussi de cette appréciation. Alors, comme tu l'as vu, les autres critères l'avancement a lieu en fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que sont les acquis de l'expérience professionnelle? Comment j'apprécie ça? Là, on a une réponse qui est une réponse premièrement juridique. On a tout simplement dans le Code du travail sur la VAE une définition des acquis de l'expérience professionnelle, et puis on a aussi le décret du 29 novembre 2019 qui nous indique les critères qui sont à mettre en avant. Alors, avant de les exposer rapidement, je voudrais juste rappeler que l'étude d'impact de la loi de transformation de la fonction publique, qui est des études d'impact qui sont toujours des documents intéressants pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'a voulu faire le législateur lorsqu'il a écrit et qu'est-ce qu'il a expliqué au Conseil d'État lorsque le Conseil d'État a validé le texte. Et il nous dit que les lignes directrices de gestion constitueront la doctrine de gestion en matière de promotion. Elles fixeront les orientations générales et les grandes priorités en matière de promotion et de valorisation des parcours et préciseront les critères d'appréciation comparée des mérites, expériences et acquis professionnels prises en compte pour l'inscription sur un tableau de liste d'habitude ou un tableau d'avancement. Donc, on est quand même sur une notion d'orientation et elle précise que ces modalités doivent permettre de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration. Hein. Donc, vous allez voir, je suis en train de préparer le terrain pour vous donner une nouvelle qui, pour certains, pourra peut-être être un petit peu secouante, mais il faut tenir compte de tout ça. Donc le décret du 29 novembre me dit que je dois prendre en compte la diversité du parcours, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice de l'agent, notamment l'affectation dans certaines zones difficiles ou le fait qu'il ait participé à certains éléments complets particulièrement difficiles, capacité d'adaptation, aptitude à l'encadrement d'équipe, activité professionnelle exercée par l'agent, je le disais, dans une activité syndicale et à l'extérieur de l'administration, y compris au grand sacrilège dans le secteur privé. Et ça, c'est quand même quelque chose qui rentre quand même en contradiction parfois avec des pratiques qui sont ancrées depuis longtemps dans l'administration. Je pense qu'il faut aussi rajouter bien entendu, les questions liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les traverse hommes. toute la question de la loi et des décrets qui sont pris en compte. Hein. On a une comparaison entre le vivier des agents promouvables et de ceux qui sont promus, justement pour mettre en avant la garantie d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, moi, j'ai compris que l'ancienneté est généralement le critère utilisé. Voilà, c'est normal, Karine. On est déjà dans un contexte juridique où l'ancienneté était déjà considérée comme un critère subsidiaire. Depuis récemment, 78, un premier arrêt important de la question sur le Conseil d'État qui nous disait que normalement l'avancement c'est au mérite et le critère de l'ancienneté, de l'âge ou de la maladie ne peuvent pas être pris en compte, ou alors le critère de l'ancienneté que en tant que critère
subsidiaire à égalité de mérite. Ça a été répété récemment, hein, en 2004 et en 2020, 2016 et 2020 par la Cour administrative d'appel de Paris, qui nous dit que, ben voilà, en prenant en compte le critère de l'ancienneté, ça va pas parce que l'ancienneté est indépendant, est étranger même à la valeur professionnelle des agents. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qu'on pratique pourtant aujourd'hui. Hein. On est pour beaucoup, alors je ne dis pas que c'est partout l'ancienneté et autres, hein, mais c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Là encore, je rappelle l'étude d'impact qui nous dit que sur la promotion et l'avancement, le nouveau cadre proposé permettra de mieux valoriser d'autres critères que celui de l'ancienneté, et en particulier le mérite professionnel ou la diversité des parcours et l'acquis d'expérience professionnelle qui en résulte. À titre d'exemple, ce nouveau modèle permettra d'accorder davantage de valorisation aux prises de risque que constituent les mobilités en dehors du périmètre naturel du corps d'origine, que ce soit vers un autre ministère, un autre employeur public ou vers le secteur privé. On peut peut-être quand même penser que d'un point de vue c'est aussi une forme logique entre toi et moi, Karine, on peut. Enfin, je veux dire, finalement, quelqu'un qui un forgeron qui forge le même couteau pendant 40 ans, il est probable qu'au bout de 40 ans, il le forge très très bien. Le problème, c'est que là, on n'est pas on est dans un contexte juridique qui me donne une définition juridique des acquis de l'expérience professionnelle. On a une réponse à une question parlementaire de 2007 du secrétaire d'État à la fonction publique qui nous dit texto qu'il ne faut pas confondre expérience professionnelle avec la notion d'ancienneté. Donc là-dessus, en droit, on aurait quand même une difficulté. Alors, loin de moi de vouloir faire la révolution ou le Don Quichotte contre. Après, en termes de pratique et de pertinence, à mon avis, c'est des choses qu'il faut accompagner. Mais et pour le coup expliquer. Mais d'un point de vue purement pratique et seulement juridique, le critère de l'ancienneté pris seul, cru, unique, sans être lié à autre chose, me semble particulièrement dangereux et en tout état de cause ne doit pas être le critère principal en matière d'avancement. Mais c'est aussi, j'insiste un peu sur la question de l'ancienneté parce que c'était peut-être aussi des pratiques jusque-là. C'est aussi une mesure de l'investissement de l'agent. Bien sûr. Non, mais je comprends. Encore une fois, valoriser son investissement d'un point de vue du management, de la pratique. Bon voilà, quelqu'un qui est resté depuis longtemps. Sauf qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Sauf qu'on est dans un contexte qui est un contexte de la mobilité. Vous l'avez vu, au contraire, l'étude d'impact et les dispositions réglementaires le disent. La mobilité, c'est bien. D'un point de vue réglementaire, c'est la vision qui est mise en avant. Donc du coup, au contraire, favoriser des agents de l'établissement au détriment d'autres agents, c'est en fait discriminer les agents qui viennent d'ailleurs. Donc ça me semble là pour le coup quand même carrément dangereux. De faire ce genre de priorisation. Et quand je vois dans certaines propositions de centres de gestion ou à l'hospitalière de la FHF sur cette partie-là uniquement, une mise en avant de l'ancienneté à 80% pour l'avancement, je m'inquiète un petit peu. Quand je vois que, on nous dit priorité aussi aux agents ancienneté dans l'établissement, dans la collectivité, je m'inquiète aussi. Je m'inquiète pas tellement pour les agents, mais par contre, je m'inquiète sur la légalité, la sécurité juridique des décisions qui seront la conséquence de ces éléments. Et enfin, de toute façon, quand on regarde l'article 20, le décret du 29 novembre 2019, moi, je ne vois pas de critères d'ancienneté. Alors, on a d'autres critères aussi qui bien entendu ne doivent pas être pris en compte. C'est bien entendu celui de l'âge. L'âge, clairement, ça n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle. Donc, c'est aussi un critère à utiliser avec parcimonie à la fin.
Bon, on a insisté un petit peu sur la question de ce critère d'ancienneté. On voit bien que tu n'es pas favorable à prendre en Alors, compte c'est de pas ce que je suis pas critère favorable du dans tout, l'appréciation des hein, acquis c'est que d'expérience mon boulot, professionnelle. c'est d'essayer d'indiquer aux employeurs les risques juridiques qu'ils prennent. L'ancienneté prise crue isolément, non, en effet, ça me semble pas correspondre à l'esprit et à la lettre de la loi. D'ailleurs, à l'État, on a des lignes directrices de gestion qui sont vraiment beaucoup plus adaptées à ce que j'ai pu voir. Pas partout, hein, parce que j'ai aussi des collectivités, des établissements en clients qui ont fait des vraies lignes directrices de gestion, voilà. Mais ce critère peut s'articuler avec d'autres, hein, pour le coup. Il peut aussi avoir une place un peu plus prégnante en fonction du niveau hiérarchique. C'est vrai que, eh bien, sur des emplois d'exécution pure, les acquis de l'expérience professionnelle seront peut-être un peu moins prégnants que sur des emplois de pilotage. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'exclure complètement, simplement ne pas en faire le critère principal à 80, 90%. J'ai un client, il m'a présenté ses lignes de gestion pour tout le monde, 90% d'ancienneté. J'ai dit bon, c'est un risque d'annulation de la ligne directrice de gestion ou des décisions individuelles qui sont prises derrière. Donc c'est pas, je suis pas contre l'ancienneté, je suis contre l'ancienneté crue comme pas contre, attention, je vote pas. Hein, c'est la question de la conséquence juridique de l'ensemble de ces niveaux. À ce titre, hein, on a encore une fois à l'État des lignes directrices de gestion qui me semblent tout à fait adaptées, en tout cas celles que j'ai vues, tout à fait adaptées à l'esprit et à la lettre du corps. Par contre, je vois dans des centres de gestion des éléments qui m'inquiètent. D'abord trop précis, c'est-à-dire qu'il y en a, voilà, ils mettent des pourcentages déjà. Ça m'embête un peu parce que c'est orientation. On pourrait mettre des fourchettes. Déjà, ça serait mieux. Hein. Ça sera pris en compte à hauteur de 50 à 80%. C'est beaucoup mieux de dire que je prends à 80% tel critère. Sachant que 50 à 80% d'ancienneté, c'est trop. Il ne faut pas oublier, bien entendu, les autres critères qui sont ceux prévus par la réglementation et qui doivent être pris en compte. Alors, je passe rapidement sur d'autres critères qui sont bien entendu tout aussi dangereuses. Hein, on a les sanctions disciplinaires, c'est contraire au principe de l'unicité de la sanction. La demande de liquidation de la pension, bien entendu, c'est pas parce que l'agent part que ça justifie qu'il soit bon et qu'il remplisse qu'il ait une meilleure des acquis d'expérience professionnelle. Et enfin, l'absentéisme de l'agent, bien entendu, refuser l'avancement d'un agent parce qu'il est en CLM CLD, c'est bien entendu discriminatoire. Par contre, le CLM ou CLD ou une longue période de CITIS peut avoir un impact indirect sur la situation de l'agent du fait qu'on n'ait pas pu l'évaluer, hein, tout simplement. Enfin, je voudrais terminer par la question des représentants syndicaux. Il y a une grosse avancée, je trouve, d'un point de vue pratique sur les droits des représentants syndicaux dans cette loi, avec l'introduction du 23 bis du titre 1, interversant, hein, avec le fait qu'il y ait un avancement à la durée moyenne d'avancement. Alors pour le coup, on utilise la durée pour les agents qui ont une décharge de service au moins égale à 70%. Sachant qu'en plus, ces agents-là ont un compte rendu d'entretien, mais ne sont pas évalués, tout simplement parce que ça paraît quand même difficile d'évaluer ces agents. Voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement pour enlever le brouillard sur ces questions de ligne directrice de gestion qui, à l'État, finalement, seront déjà développées au niveau ministériel, avec éventuellement une articulation locale. Je pense notamment à l'éducation nationale, enseignement supérieur, avec à l'université les CPE, mais qui auront un rôle différent, puisqu'aujourd'hui, ils n'auront plus le rôle de pré-CAP, mais qui sont un enjeu pour le coup assez complexe pour les collectivités territoriales, les établissements publics hospitaliers. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vu à l'État jusqu'à présent, ça me semble tout à fait correspondre à la lettre et à l'esprit de la loi. Peut-être qu'il manque un petit peu de temps en temps le rappel de ces droits syndicaux-là et que la prégnance égalité femmes-hommes pourrait être... Mais bon, de manière générale, ça me semble bon. Il n'y a pas de risque d'annulation. Par contre, quand je vois des lignes directrices de gestion, comme je vous le disais, critère 1, ancienneté 80%, critère 2, valeur professionnelle 20%, là, en termes de contestation devant le juge, ça me semble passablement dangereux, que ce soit la ligne en tant que telle ou que ce soit la contestation des décisions prises en application de ces lignes.
Très bien, merci beaucoup Florent pour toute cette présentation, ces précisions et ces illustrations. Merci aussi, malgré les conditions techniques qui n'ont pas été très favorables pour démarrer. On s'en excuse auprès de vous, tous les participants. Alors, au fil de l'eau, vous avez posé des questions. J'ai vu Cécile passer sur le chat. Avec le partage d'écran. Étant au fil de l'eau, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que, pour compléter les réponses que tu as apportées, Gaëtan, au fil de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais Oui, alors j'ai souligné amener là, qui sont la conséquence des questions que tu as vues passer? On va aller très vite, il nous reste quelques minutes, Florent. Bon, d'abord, en ce qui concerne l'élaboration des lignes directrices de gestion, on m'a posé la question, et à plusieurs reprises, sur la manière dont, d'une part, les représentants du personnel seront associés aux décisions individuelles, et ensuite, comment ces représentants du personnel peuvent être associés à l'édiction des lignes directrices de gestion. Est-ce que c'est, par exemple, un obstacle pour les administrations d'associer les représentants du personnel à leur rédaction, notamment par des groupes de travail ou différentes techniques publiques? Il y a une différence. Alors, on n'est pas dans la négociation collective, hein, on est d'accord. Il y a une différence entre, d'un côté, la loi et de l'autre côté, l'application pratique. En termes de loi, on nous dit que c'est l'autorité qui décide, le ministre qui écrit et c'est le CSE qui donne un avis. Point. Maintenant, moi, je ne vois pas les choses autrement que faire du dialogue social au sens pratique du terme et de faire des groupes de travail. Hein, pour le coup, si l'employeur arrive un matin à l'occasion d'une réunion du CSE et qui dit coucou, voilà les lignes directrices de gestion en matière d'avancement et qui les balance sur la table et que les représentants syndicaux les découvrent, je pense que les choses vont moins bien se passer que si en amont il y a eu une explication, qu'il y a eu une concertation, qu'il y a eu une mise en avant des enjeux et que ces lignes directrices de gestion, sans être entre guillemets négociées, mais du coup se retrouvent avec un point de ralliement entre guillemets. Donc non seulement c'est pas illégal, mais bien au contraire, ça me semble très sain de travailler sur ces questions. Merci. Alors, en ce qui concerne la ligne directrice de gestion mobilité, on a eu une question qui est intéressante puisque les administrations de la fonction publique de l'État peuvent avoir des déclinaisons en émissions déconcentrées. Alors, justement, comment est-ce que ces administrations déconcentrées peuvent utiliser des critères tels que l'usure professionnelle ou les durées maximales et minimales d'occupation des postes, même si elles ne sont pas identifiées dans les lignes directrices de gestion ministérielles, votées au niveau ministériel? Ça, je ne peux pas y répondre de manière générale. Tout dépendra de la liberté qui a été laissée par le ministère à ses services déconcentrés. Hein, donc, ça va être très variable d'un ministère à l'autre. Et derrière, les possibilités justement seront différentes. En même temps, tout ce qui va être ce qui est difficile à l'État sur ces questions-là, c'est que ça reste que c'est le ministère qui décide au final. Et même si le processus va passer par le service déconcentré, au final, on remonte là-haut. Et toute la difficulté est là. Je connais par exemple assez bien les ARS et le processus qui a été mis en place là-bas. C'est vraiment ça qu'on voit. C'est-à-dire que, grosso modo, liberté en matière déjà de gestion, notamment des contractuels, liberté totale, mais pour les titulaires, certes, ils vont utiliser les critères ministériels en matière de recrutement, ensuite, ils vont avoir leurs propres critères, mais qui doivent respecter à la fois la loi et les critères ministériels, mais après, ça passera quand même au ministère qui prendra la décision de mobilité, soit d'affectation, soit de détachement. Donc, ça va dépendre. Il faut aller voir chaque ministère et les lignes et la façon dont ça a été défini. Alors, on a encore peut-être 2 minutes. Juste pour préciser, et je crois que c'est une question très importante, parce qu'elle est centrale, en matière de promotion et d'avancement, les lignes directrices de gestion, on sait que le texte dit qu'elles seront mises en œuvre à compter des décisions applicables à partir du 1er janvier 2021. On va poser la question de savoir quelle est effectivement cette date de mise en œuvre des lignes directrices de gestion concernant la promotion et l'avancement. C'est les décisions prises au titre de l'année 2021. Alors, ça va dépendre comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que si vous faites des CAP fin 2020 pour des avancements au titre de l'année 2021,
Encore faut-il avoir les ratios et autres en fonction si je suis l'État, hein, si je suis pardon l'hospitalière, si je suis une collectivité, bon bah ça c'est moi qui les vote, donc bon. Si je fais des CAP, si je fais d'habitude des CAP l'année N-1 pour l'année N+1, pardon, l'année N-1 pour l'année N, forcément il faudra que j'utilise les lignes directrices de gestion. C'est-à-dire que je pourrais être amené en fonction de mon fonctionnement à mettre en place des lignes directrices à utiliser des lignes directrices de gestion avant 2021 si je fais des campagnes avant. Si par contre je fais des campagnes après, enfin l'année concernée, là pour le coup j'utiliserai les lignes directrices de gestion. Inversement, si je suis en retard entre guillemets, c'est-à-dire que si en 2021 je fais ma campagne au titre de 2020, notamment cette année il y a eu une épidémie, voilà, on a tout décalé, et ben là pour le coup il faut utiliser les anciennes règles avec CAP et compagnie. Hein. C'est pas tellement la date à laquelle je prends ma décision, c'est la date au titre de laquelle je prends ma décision. Voilà, c'est très important pour la mise en œuvre parce que c'est juste pas alors voilà pour les questions qui ont été posées. Peut-être si on a le temps juste pour une dernière hein, sur les conséquences de l'annulation au tableau d'avancement après un recours d'un agent pour l'application d'une ligne directrice de gestion. Alors très rapidement, j'ai 6 minutes pour le dire, et ça va pas être facile, mais en termes de ligne directrice de gestion, j'ai 2 contentieux qui peuvent arriver en matière de décision liée à la promotion. Le premier type de contentieux, c'est celui-là, c'est le contentieux de l'annulation. Donc l'agent, il va contester le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, s'il est contesté dans les temps, risque d'entraîner l'annulation de l'ensemble de les décisions. Et l'annulation de l'ensemble de décisions, ça devient compliqué en termes d'application et d'exécution du jugement. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'éviter. Hein. L'agent, il peut aussi contester la décision implicite de rejet née du fait qu'il n'a pas bénéficié de l'avancement. Alors là, après, tout dépendra comment on a structuré la chose. Et là, pour le coup, ça sera l'agent en question. Mais en effet, hein, on peut avoir, comme on a eu aussi dernièrement l'annulation de l'ensemble d'un concours, l'annulation de l'ensemble des décisions qui ont été prises. Et entre-temps, les agents, ils ont eu leurs avancements, ils ont changé d'affectation si d'aventure, le changement de grade change de fait. C'est très très compliqué, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Le deuxième type de contestation, c'est, à mon sens, quelque chose de beaucoup plus adapté, beaucoup plus intelligent en termes de processus hein, d'utilisation de la loi, c'est le contentieux indemnitaire. C'est-à-dire que l'agent, il va dire, bon, je conteste pas tellement la décision en tant que telle, je fais pas un recours pour excès de pouvoir, mais je vais demander des dommages-intérêts du fait de préjudices de carrière que je subis parce que je n'ai pas lu là ou les avancements que j'aurais dû avoir en application des lignes directrices de gestion ou parce que les lignes directrices de gestion sont illégales. Et là, on va demander des sous, hein, des dommages et intérêts, tout à fait personnellement. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire un contentieux, c'est plutôt cet outil-là que j'utiliserai. Parce que l'outil d'annulation du tableau ne veut pas dire que l'agent il aura son avancement. Donc c'est quelque chose qui vient quand même perturber le fonctionnement de l'administration et des collègues. Ça, c'est notre point de vue au cabinet. Donc on a ces 2 types de contentieux, avec sur l'annulation quelque chose de très très compliqué à exécuter et à appliquer. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour hein, de toutes les interrogations un peu substantielles qu'on a posées, au-delà de rapprocher les gens entre administrations, ce qui a permis le chat. Mais voilà, je crois que c'est tout. On a pu répondre à tout. Bien, merci de votre patience. Karine, je te laisse la main. D'accord. J'ai vu aussi que Gaëtan, tu as donné l'adresse du cabinet pour apporter des réponses complémentaires ou des éclairages si tant est qu'il y ait besoin après la diffusion de ce webinaire. Donc voilà, ça permettra à chacun de s'approprier le sujet et puis peut-être de vérifier après coup. Il restera peut-être encore quelques petites questions et merci à Florent et à Gaëtan d'accepter d'y répondre. Donc merci à tous les deux. Encore une fois, navré pour les participants d'avoir eu ces petits soucis techniques, mais bon, voilà, ça s'appelle l'agilité. On fait avec. Et la distance, voilà, on arrive à la gommer, hein, puisque Florent est à La Réunion. On a aussi des collègues de La Réunion, donc on est un peu partout sur toute la France. Donc merci. On était une bonne cinquantaine à suivre ce webinaire. Je vous donne rendez-vous
Alors, le prochain sur la rupture conventionnelle IDV, droit RE, le 27 octobre à 11h, 11h heure de Paris, comme on dit, et il fera 13h pour la réunion. Et 5h du matin pour la Guyane. Donc, mardi où je serai prochain.